De l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. En juillet 42, à l'âge de 9 ans, elle avait échappé à la rafle du Veldiv. Mireille Knoll est morte à 85 ans, le 23 mars 2018, assassinée à coups de couteau, par ou avec la complicité d'un homme qu'elle avait vu grandir dans son immeuble HLM du 20e arrondissement. Un homme qui pensait que les Juifs étaient riches. Et, comme si l'actualité avait voulu nous adresser un signal macabre, le même jour, dans l'Aude, 4 personnes, dont le colonel Beltrame, tombaient sous les coups d'un terroriste islamiste. Tuées le même jour, victimes du même obscurantisme barbare selon les mots du président de la République, Mireille Knoll et le gendarme ont été honorés le mercredi 28 mars. Mais l'unité observée le matin autour de la mémoire du colonel Beltrame a cédé la place à la division l'après-midi lors de la marche pour Mireille Knoll. Certes, les incidents provoqués par la venue de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon n'ont concerné qu'une minorité des participants, mais outre le fait que les médias ont surtout retenu cela, ils ont relancé la polémique sur les propos du président du CRIF qui avait demandé aux deux dirigeants de ne pas se montrer à la nation, place de la nation, je veux dire. Vous nous direz, Alain Finkielkraut, si vous avez jugé cet appel opportun, mais surtout, vous avez déclaré dans le Figaro que, sur l'islamisme, l'ère du déni touchait peut-être à sa fin, et je vous demanderai de vous expliquer sur cet optimisme peut-être excessif. Nous évoquerons ensuite la situation en Israël et très rapidement la contestation étudiante. Mais commençons par Mireille Knoll. Vous étiez le 28 mars à la marche, vous avez essayé d'ailleurs d'intervenir, vous l'auriez fait si vous aviez pu le faire, pour soutenir Jean-Luc Mélenchon. Expliquez-nous, Alain Finkielkraut. Pour soutenir Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et Marine Le Pen. Mais je crois que vous étiez à côté de Jean-Luc, vous n'étiez pas très loin de Jean-Luc Mélenchon, c'est ça que... Voilà. Revenons en arrière. Le 27 février 2006 a eu lieu une manifestation à la mémoire d'Ilan Halimi, qui, après une longue séquestration et de terribles tortures, venait d'être assassiné par le gang des barbares. J'y étais. Et j'ai constaté que derrière les représentants des principales forces politiques du pays, il n'y avait pratiquement que des juifs. Nous étions, entre nous, impitoyablement communautarisés par les autres citoyens qui ne voyaient pas une cause à défendre dans ce fait divers, aussi atroce fut-il. Certains devaient penser que le mobile des tueurs n'était pas l'antisémitisme, mais l'appât du gain. Les habitués gauchistes des manifestations, quant à eux, ne voulaient pas défiler derrière le CRIF, ce lobby sioniste comme ils disent, et les assassins n'avaient pas à leurs yeux le bon profil identitaire. Ils ne se seraient pas fait prier s'il s'agissait de nervis du Front National, mais l'antifascisme était pris à contre-pied et ils ne voulaient surtout pas stigmatiser à travers les tortionnaires d'Ilan Halimi la jeunesse en déshérence des quartiers dits populaires. Le pas d'amalgame était en train d'installer son règne. Ainsi, c'était avant les attentats, il faut aussi d'ailleurs rappeler que c'était avant les attentats de 2015 et avant Mera. Bien sûr, voilà. 2006. Voilà. Et ainsi donc, à la tristesse du deuil s'ajoutait la mélancolie du délaissement. Il y a quelques jours, le 28 mars, vous l'avez dit, pour Mireille Knoll, les Juifs n'étaient plus aussi seuls. Les mobiles du crime sont sans doute enchevêtrés, mais même les bastions de la bien-pensance ne mettent plus en doute la réalité du nouvel antisémitisme. Il est dommage... Non mais je vous arrêterai après, je vous objecterai plus tard. Voilà. Alors, il est dommage cependant que le président du CRIF ait fait savoir, vous l'avez dit, que les représentants du Front National et de la France Insoumise n'étaient pas les bienvenus à cette marche blanche et que des jeunes gens excités de la Ligue de défense juive aient par leurs insultes contraint la police à exfiltrer les uns et les autres de la manifestation. Il était indigne de rompre ainsi le silence du deuil, et je l'ai dit, je le répète, il ne revenait pas aux Juifs de briser l'unité républicaine contre la barbarie qui les vise. La France Insoumise aurait pu, si ce parti était entièrement inféodé aux indigènes de la République, dénoncer le caractère sioniste de cette mobilisation. Mélenchon a fait un autre choix, il faut s'en féliciter. Le Front National n'est plus un parti antisémite, même s'il y a encore des dinosaures pétainistes et révisionnistes, comme Bruno Gollnisch, en son sein. Ce ne sont pas
les militants du Front National qui crient mort aux Juifs dans les rues de Paris, nous devons en prendre acte au lieu d'habiller ce parti d'oripeaux qu'il ne porte plus. Très bien. Tout de même, un tout petit mot. Vous dites, Alain Finkielkraut, que les Juifs n'étaient pas seuls. Il faut être honnête, il y avait tout de même pas beaucoup de monde à cette manifestation. On était 10 000 à peu 10 000 près. peut-être, ce qui est quand même... Il y avait déjà plus de monde que pour Ilan Halimi, et si vous voulez, même ceux qui n'étaient pas là étaient là en pensée. C'est-à-dire, cette manifestation... Oui, il y a eu plus effectivement d'échos. Mais justement, c'est ma deuxième objection. Vous dites, finalement, maintenant tout le monde reconnaît la réalité du nouvel antisémitisme. 2 jours après, Le Monde publie un long éditorial sur l'antisémitisme et nous ne céderons pas, nous devons combattre, fermeté républicaine. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas le mot islam, il n'y a pas le mot islamisme, c'est-à-dire on a l'impression que cet antisémitisme vient soit de la planète Mars, soit des fachos. Non, on ne dirait pas qu'ils viennent des fachos, c'est-à-dire que il l'indique sans oser le nommer. Oui. Mais tout lecteur un peu éclairé comprend qu'il s'agit, je sais, c'est l'ultime pudeur du fameux pas d'amalgame, du refus de la stigmatisation. Mais vous pensez que c'est fini, ça? Non, le travail, ce n'est pas fini. Le règne du politiquement correct et du déni, comme je l'ai dit, touche peut-être à sa fin. Il peut avoir des retours, j'en suis sûr. Mais qu'on m'entende bien, je n'ai aucune indulgence ni pour le Front National, ni pour la France Insoumise. Le parti de Marine Le Pen n'est plus fasciste, mais c'est un parti poutino-trumpiste, et à ce titre je le combat, car je souhaite pour mon pays une toute autre direction et de tout autre modèle. Quant à Mélenchon, je n'oublie pas qu'il a osé dénoncer les prétendues accointances de Manuel Valls avec l'extrême droite israélienne, et si je l'avais oublié, le texte qu'il a publié dans son blog au lendemain de la marche pour Mireille Knoll me l'aurait rappelé. Mélenchon présente la LDJ comme une milice du CRIF, ce qui, je cite ici Richard Pasquier, est un stupéfiant mensonge. Tous les présidents du CRIF, depuis une vingtaine d'années, ont été traînés dans la boue par ce groupuscule. Il affirme aussi que selon le CRIF, il faut pour défendre la France être solidaire de la politique d'un État étranger et des crimes de son armée. Et il fait cet étrange aveu, je le cite, « J'ai la prudence de ne pas écrire davantage de ce que je pense quant au fond sur le danger qu'est pour la partie républicaine ce type de communautarisme. Que nous dirait-il Mélenchon s'il n'était pas retenu par cet interdit prudentiel? En tout cas, il ne s'est jamais montré assez agressif envers le communautarisme islamiste. Il soigne son électorat et quand il invoque la laïcité, c'est pour mieux pourfendre le concordat d'Alsace-Moselle. Donc le CRIF avait des raisons, sinon raison peut-être? Non, il n'avait pas raison. C'est un adversaire, mais je le répète, aucune organisation juive n'a le droit de s'ériger en propriétaire de l'émotion suscitée par la mort de Mireille Knoll. Cette émotion n'est pas privatisable. On ne peut en exclure 40% de l'électorat, FN plus France Insoumise. C'est ce qu'a dit son fils, le fils de Mireille Knoll, et c'est ce que je dis ici après elle. Très bien. Non, je regardais l'heure, pardonnez-moi Alain Finkielkraut. Je voulais vous interroger aussi, mais on aura l'occasion d'y revenir, sur la tentation radicale, la nouvelle étude qui vient de sortir. Et là encore, si vous voulez, il semble qu'on ait quand même un peu de mal à affronter cette réalité. C'est la première fois que je vous prends en flagrant délit d'optimisme. Mais puisque nous avons commencé avec Mélenchon, il va nous fournir la transition parce que effectivement, il a employé aussi à propos d'Israël le mot de cruauté, brutalité, inhumanité, qu'on ne l'entend jamais employer à propos de Assad, qui aurait certainement réglé le problème autrement. Alors, Alain Finkielkraut, je rappelle que vendredi dernier, c'était la deuxième, journée de grandes manifestations, donc des milliers, peut-être 2 ou 3 dizaines de milliers de manifestants ont marché vers la frontière. La première fois, il y avait eu 17 morts, et dans cette journée de vendredi, il y a eu 10 morts. Voilà. Alors, donc, contrairement à ce que nous explique Jean-Luc Mélenchon et Ronnie Broman, et tous les organes de la bien-pensance, Israël ne s'est pas comporté à Gaza comme un État criminel, en donnant ordre à ses snipers, ses tireurs d'élite, d'assassiner froidement des manifestants pacifiques. De cette marche pour le retour,
le Hamas voulait faire une marche du retour. Il s'agissait, par des engins explosifs et des ciseaux spéciaux, d'ouvrir une brèche dans la barrière, dans la frontière nationale qui sépare Gaza d'Israël, de manière à permettre une foule de manifestants de pénétrer en territoire israélien, de créer un immense chaos et de contraindre la police et l'armée israélienne, là, à un véritable massacre. 20 Mais est-ce que c'est pas précisément le cauchemar, disons, de tous les dirigeants israéliens et de tous les militaires, de tous ceux qui ont en charge de la sécurité? Les consignes, enfin les données par Tsahal aux manifestants, la veille même du rassemblement, ne vous approchez pas de la frontière. Et les snipers n'ont pas tiré dans le tas, ils se sont efforcés de choisir leur cible. Et je rappelle que le Hamas a offert une récompense pécuniaire aux blessés et aux familles des morts. J'ajoute que le retour, qu'est-ce que signifie le retour? Cela signifie que les Palestiniens ne veulent pas seulement un État, les réfugiés doivent pouvoir entrer en Israël. Or, le réfugié palestinien est un attribut héréditaire, une qualité dynastique. Il y en avait 700 000 après la guerre, en 48, il y en a 4 ou 5 millions aujourd'hui. Le retour, pour tous les Israéliens, c'est vraiment un non possumus. Donc c'est une manière de dire aux Israéliens, il n'y aura pas de compromis territorial. Ça rend flou, ça renforce l'extrême droite israélienne. Et là, je suis très triste, moi que vous ayez pris en flagrant délit d'optimisme, parce que nous n'étions pas seuls pour Mireille Knoll, mais nous sommes seuls, ou presque seuls, quand il s'agit non de défendre Israël, mais de comprendre ce qui se joue réellement aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens. Il y a quand même le prince saoudien Ben Salman qui a rappelé, non, c'est quand même important, qui a rappelé le droit d'Israël à se défendre, et par ailleurs peut-être qu'un certain nombre de protestations sont aussi de la communication et qu'elles vont pas aller beaucoup plus loin que ça. Peut-être. On a l'impression quand même que les pays comprennent, que les chancelleries comprennent pas les opinions. Pas les opinions, donc je ne conteste pas le droit de critiquer Israël, je ne m'en prive pas d'ailleurs. Ce que je remets en cause, c'est une critique qui nous retire le droit de savoir ce qui s'y passe. Et une fois qu'on sait ce qui s'y passe, une fois cette connaissance acquise, on peut reprocher légitimement au gouvernement israélien de ne rien faire pour faciliter la vie des Gazaouis. Ceux-ci sont étranglés entre deux blocus, étranglés aussi aujourd'hui par l'autorité palestinienne. Oui, Or, il faut le dire, il faut quand même dites-le peut-être un peu plus fort, parce que peu de gens le savent qu'en fait la pression sur le Hamas vient beaucoup de l'autorité palestinienne qui a cessé de payer un certain nombre de choses. Donc, parce que le Hamas refuse. Oui, bien sûr. Mais il faut savoir, et c'est Eli Barnavi qui me l'a dit tout à l'heure au téléphone, le ministre des Transports israélien, qui est un dur, il n'y a pas de mou au gouvernement, avait proposé qu'Israël aide à la construction d'un port artificiel à Gaza, pour donner aux Gazaouis une ouverture sur la mer et offrir des emplois à une partie de la population complètement désœuvrée. Le Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères, je crois, s'y est opposé. Et Benjamin Netanyahou s'est rangé à l'avis de Lieberman parce qu'il ne veut pas d'adversaire à droite. C'est aussi cette logique qui l'a conduit à renier sa propre signature sur la question des réfugiés. Netanyahou veut se maintenir au pouvoir. Enfin, sur la question des réfugiés, des autres, pas des Palestiniens, des migrants, disons. Sur la question des migrants. Il y avait un accord avec une commission de l'ONU, il l'avait signé, il a renié sa signature, parce que l'extrême droite l'y poussait. Netanyahou veut se maintenir au pouvoir à tout prix, c'est son objectif politique, c'est son unique raison d'être. Voilà pourquoi je pense, comme tous mes amis israéliens, qu'il est le plus mauvais Premier ministre d'Israël. Voilà, maintenant je me serais fait des amis. Alors je vais quand même faire, on a juste quelques minutes pour me faire l'avocat, non pas du diable, mais de Netanyahou. C'est que, de fait, malgré les tentatives de réconciliation entre les Palestiniens de Ramallah, entre Ramallah et Gaza, ça va très très mal, et qu'il est quand même assez difficile dans ce contexte-là. Il y a un problème, ne serait-ce presque technique, qui est que soit on parle avec un adversaire affaibli, soit on parle avec un adversaire illégitime. Donc je pense, mais cependant, ce que je crois, du fait
de l'attitude du Hamas. Il n'y a pas de solution politique envisageable. Mais il peut y avoir des solutions, des remèdes humanitaires. Et les Israéliens n'y songent pas. Et quand un membre du gouvernement y songe, il est barré par les autres, et Netanyahou n'a pas le cran, n'a pas le courage de choisir la voie la plus raisonnable. Alors vous avez cité Eli Barnavi, moi je vais citer Gil Miraeli. Qui m'a aussi informé sur cette affaire. Qui m'a beaucoup informé et qui m'a dit, dans le fond, ce qu'il n'arrive pas à faire avec des roquettes, c'est-à-dire il m'a dit que le Hamas essayait ainsi de reprendre la main dans la situation, et il me dit ce qu'il n'arrive pas à faire avec des roquettes, ça n'a pas marché, ils vont essayer de le faire avec des images. Est-ce que le risque est très élevé pour Israël, selon vous ? Bien sûr. C'est-à-dire que ce serait une image terrible que cette foule de civils, de femmes et d'enfants pénétrant en territoire israélien, et si les Israéliens étaient contraints à tirer, alors là, si vous voulez, ce serait une victoire symbolique très forte. Première victoire, le retour a lieu d'une certaine manière, ils ont pénétré en territoire. Deuxième victoire, cela révèle l'inhumanité, la cruauté du gouvernement israélien. Bien sûr, cette guerre des images, il risque très fort de la gagner. Ça révèle quand même le cynisme effroyable du Hamas. Le cynisme du Hamas, qui encore une fois, je l'ai dit, a promis une récompense financière aux familles des blessés, aux blessés et aux familles des morts. C'est-à-dire, il dit, allez-y, faites-vous tirer dessus, vous avez à y gagner. Enfin, je veux dire, c'est quand même le mouvement de libération nationale, un des pires mouvements nationaux de l'histoire politique de l'humanité. Mais pour rebondir et pour conclure un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était le pire Premier ministre d'Israël, et je voudrais que vous concluiez là-dessus. De fait, je vous ai parlé de l'Arabie Saoudite, mais il faut le dire, la situation diplomatiquement aujourd'hui est extrêmement favorable à Israël. Je veux dire, l'axe saoudien, tout le monde est prêt plus ou moins à la normalisation. Ben Salman l'a dit aux États-Unis, il a dit l'obstacle à la normalisation, c'est la question palestinienne. Donc, et c'est la question des implantations. Et malheureusement, Netanyahou n'a aucune marge de manœuvre, étant donné la composition de son gouvernement. Il est l'otage consentant de l'extrême droite, de Naftali Bennett, d'Avigdor. Et est-ce que c'était la seule coalition possible qu'il avait ? Peut-être pas, peut-être. Mais justement, c'était à lui de trouver une autre voie. Il a choisi celle-là. Il veut se maintenir au pouvoir à tout prix. Et Israël en paye les conséquences. Même si, encore une fois, la première responsabilité de la situation, notamment à Gaza, incombe au Hamas. Très bien, là aussi nous y reviendrons et nous allons consacrer la fin de cette émission à ce qu'il est convenu d'appeler les mouvements sociaux. Alors la fameuse convergence des luttes entre les cheminots et les étudiants n'a pas lieu et personnellement je m'en réjouis. Nous allons commencer par les facs Alain Finkielkraut, mais peut-être un tout petit mot, vous n'avez pas voulu parler de la SNCF, alors expliquez-moi pourquoi. J'ai bien sûr une opinion sur la grève des cheminots. Et peut-être d'ailleurs, la partagez-vous pas. Mais vous devrez la dire sous la torture. Non, même pas, parce que ce n'est pas plus qu'une opinion, ce n'est pas une pensée. Ce qui relève de l'opinion, je le garde modestement pour moi, ou pour mes amis. Ce qui relève de la pensée, je me risque à le rendre public. Je ne parlerai donc ici que du mouvement étudiant et de ce qui s'est passé d'abord à Tolbiac, parce que c'est une transition avec les chapitres précédents de notre émission. Les étudiants grévistes ont saccagé le local de l'Union des étudiants juifs de France, et pour justifier leur acte de vandalisme, ils ont laissé ces belles inscriptions « Abba Israël, Palestine vaincra », et aussi ces délicieuses trouvailles « Sionisme égale racisme anti-goy ». Alors c'est une nouvelle preuve que l'antisémitisme Excusez-moi, je devrais pas rire, mais je devrais pas rire parce que la situation n'est pas marrante, mais c'est drôle quand même. Mais ça c'est drôle, voilà. C'est une nouvelle preuve en tout cas que l'antisémitisme parle aujourd'hui la langue de l'antiracisme et qu'il est passé à l'extrême gauche. Autre caractéristique de ce mouvement à Tolbiac et ailleurs, mouvement encore minoritaire, il faut le dire, parmi les étudiants, la volonté très minoritaire, la volonté de célébrer dignement le cinquantenaire de 68. Alors, ce n'était en appelant les femmes à se voiler, franchement. Ce n'était qu'un début. Les nouveaux étudiants reprennent le flambeau et continuent le combat. Ils rejouent 68, qui rejouait déjà la Commune, la Révolution d'Octobre et la Résistance. Ce mouvement est la copie d'une copie.
l'imitation d'une imitation, le pastiche d'un carnaval. Très bien. Mais en 68, ceux qui voulaient jeter l'héritage par-dessus bord étaient des héritiers. Leur vocabulaire était riche, leur syntaxe rigoureuse, leurs références multiples. Ceux qui veulent remettre 68 au goût du jour sont les produits d'une école qui a mis les humanités à la poubelle. Ces déshérités ne sont pas seulement parodiques, ils sont pathétiques. Ils sont les premières victimes de la non-sélection qui sévit maintenant dans toutes les écoles de France et dont ils luttent, comme ils disent, pour assurer le maintien, oubliant au passage que la sélection a été mise en œuvre par les fondateurs de l'école républicaine pour en finir avec la cooptation, c'est-à-dire, comme dirait Bourdieu, la reproduction sociale. Ainsi, certaines facs, comme Tolbiac, sont en train de devenir des ZAD. Absolument. Des zones à défendre. Et d'ailleurs, le patron de Paris 1 l'a dit. Oui, sauf qu'il n'y a pas de vaches. Comme à Tolbiac, il n'y a que des cons. Il n'y a pas de vaches. Et qui n'a remarqué de Tolbiac au Mirail la laideur extrême des facs occupées. Les temples du savoir sont devenus, avec le concours des architectes, les bidonvilles de l'ignorance. Et vous m'accuserez plus d'être optimiste. Non, mais là, je dirais simplement que vous êtes lucide. Alors, je voudrais quand même, au-delà même de ce qui s'est passé à Tolbiac, il semblerait, nous sommes en train, à Causeur, nous sommes en train d'enquêter là-dessus, et nous en parlerons dans le prochain numéro, que l'indigénisme, disons que l'idéologie proche des indigènes, le postcolonialisme, le racisme d'État, enfin tout ce fatras-là, commence à être très présent dans les facs, dans le mouvement étudiant, et vous avez parlé de 68, ce sont quand même de drôles d'héritiers de 68 que ceux qui demandent parfois des réunions séparées entre hommes et femmes. Oui, c'est vrai. C'est 68 en bien pire. Simplement, j'ai vu aussi passer une affiche avec soyez réalistes, demandez l'impossible. Certains veulent la fin du capitalisme, la démission de Macron, mais c'est un 68 exténué, bien sûr. C'est une nuit debout, en fait. C'est un peu la nuit. C'est un peu c'est un peu un remake de Nuit debout. C'est une continuation de Nuit debout. Ce sont les mêmes gens. Mais déjà, Nuit debout se voulait l'héritier de 68, et il y avait cependant une très grande différence, parce que la beauté que je reconnais à 68, et dont parle Paul Thibault dans le dernier numéro de Causeur, c'est qu'en effet, la parole a été prise, mais par tout le monde. Ça discutait dans tous les coins. Il y avait une sorte de frénésie langagière, la conversation civique. Or, à Nuit debout, je me souviens très bien, pour y être allé, sur le terre-plein de la République, les participants étaient entre eux, ils expulsaient les adversaires, je suis payé pour le savoir, mais les gens qui circulaient autour n'en avaient strictement rien à faire. Ça n'existait pas pour eux. Ils regardaient vaguement quand je leur demandais de regarder, mais ils vaquaient à leurs affaires. Et c'est exactement la même chose qui se produit aujourd'hui avec les facs. Ce sont des petites bulles qui jouent la révolution, en plus dans l'indifférence générale. Et on peut même pas leur dire, comme l'avait lancé Ionesco à des étudiants de 68, vous finirez notaire. Ah non, parce que ça, à mon avis, ils n'auront pas le concours. Mais vous avez raison, et là vous avez pointé quelque chose qui est très triste, c'est que ce sont déjà des enfants de l'école, de l'école de l'égalitarisme et de l'école post-75, je dirais, et effectivement, ça s'entend à leur discours, à leur syntaxe, et même, enfin, moi, j'ai vu une fille de l'UNEF, elle fait des études de genre. Ouais, voilà, évidemment. Quand vous avez vu, voilà. Et maintenant, ils veulent instaurer à l'université un savoir critique. Alors, quel savoir peut-être plus critique encore que les études de genre, on le saura dans les... Eh bien, j'invite les auditeurs qui veulent se remonter le moral et prendre un petit fou rire à se rendre sur le site de l'UNEF. Alors, peut-être qu'ils ont fini par corriger toutes les fautes d'orthographe, ce serait dommage. Mais même sans faute d'orthographe, le jargon qui est utilisé par l'UNEF mérite quand même quelques minutes de rigolade, et ça nous fera du bien de toute façon. Cher Alain Finkielkraut, merci d'éclairer et parfois même d'amuser notre sombre présent. D'ici la semaine prochaine, on peut vous lire dans Causeur et réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.fo. Bonne semaine à vous
à vous tous, chers auditeurs, et finissons cette émission par une pensée à la mémoire de Mireille Knoll et du colonel Bertrand. RCJ. 70 ans.